Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Le général Tiemoko Margarango, décédé le 6 mars à l'âge de 88 ans, a été inhumé aujourd'hui à Ouagadougou. La mémoire du père de la Garangose a été unanimement saluée pour son engagement en faveur de son pays. Une nouvelle cimenterie ouvre ses portes à Ouagadougou et du coup, le monde du bâtiment espère que cette nouvelle usine va contribuer à faire baisser sensiblement le prix du ciment au Burkina. Le tournage d'une télé-réalité se termine dramatiquement en Argentine. La collision entre deux hélicoptères a fait hier 10 morts, dont 3 célèbres sportifs français. Bienvenue au journal de 20h. Les obsèques du général Tiemoko Margarango ont eu lieu aujourd'hui à Ouagadougou. L'homme repose désormais au cimetière municipal de Ouagadougou dans le caveau familial. Les frères d'armes, les membres du gouvernement, les parents et amis ont accompagné le général Garango à sa dernière demeure après un passage à l'aumônerie militaire. Reportage Drissa Seri. Le général Tiemoko Margarango entame son dernier voyage par l'aumônerie militaire catholique du camp Sangoulé-Lamizana. À l'entrée de l'église, il reçoit la bénédiction de l'aumônier. Notre frère, le général Garango, nous a quittés. Il est retourné auprès du Père. Par le baptême, il a été uni au Christ, devenant ainsi membre de son corps pour la vie qui ne finit pas. L'instant est solennel. Les frères et sœurs en Christ, les autres confessions religieuses, les frères d'armes, le président du FASO, les membres du gouvernement, tous sont rassemblés pour accompagner leur frère, le général Marc Garango. Célébration eucharistique, prière, chant, louange à Dieu. On a prié pour que le Seigneur pardonne au général et lui accorde sa miséricorde. La dépouille peut alors poursuivre son chemin, direction le cimetière municipal de Ouagadougou. C'est une foule nombreuse qui accompagne le général Tiemoko Margarango. Immemore, honneur militaire, cette cérémoniale empreinte d'émotion qui est réservée à l'un des dignes fils du Burkina. On retiendra des témoignages sur l'intendant général Tiemoko Margarango, l'image d'un homme d'État et d'un officier de valeur qui a consacré sa vie à sa nation et à ses compatriotes. Un patron prêt à travailler avec n'importe qui, sans considération ethnique, religieuse ou politique. Un homme bon, un homme juste au franc-parler, un grand visionnaire qui a su anticiper sur l'évolution de son temps. Ses frères d'armes retiennent de ce grand homme des qualités humaines et militaires, l'intégrité, la loyauté, la justice, le sens du devoir et la rigueur. À 88 ans, même l'âge n'a pas eu raison de l'homme. Toutes les promotions qui avaient recours à lui s'en tiraient avec de bons conseils. Il a donc gravi tous les grades et ce qu'il faut retenir, c'est un self-made. Ça veut dire qu'il est autodidacte. Il s'est formé lui-même à travers des cours de correspondance pour atteindre le niveau universitaire que vous avez connu. C'est-à-dire qu'il avait de l'intelligence, mais surtout qu'il avait de la volonté. Vouloir ses pouvoirs, c'est ce qu'il a fait. C'est vraiment un exemple. Il a su assumer des responsabilités délicates, comme la fonction de ministre des Finances à l'époque, et des fonctions diplomatiques qui ont pu faire connaître la Haute-Volta à l'époque à la face du monde. Donc je pense que nous devons garder un grand souvenir de ce grand homme. Et en ce qui concerne l'institution, nous sommes sur ses fondements. L'intégrité surtout. L'excellence dans le travail. La rigueur. Voilà des qualités qu'incarne ce monsieur. Et c'est difficile pour nous aujourd'hui de dire qu'on pourra avoir quelqu'un comme lui. L'on ne reverra plus, certes, l'auteur des réformes de rigueur connu sous le nom de Garangos, mais il demeurera dans nos mémoires comme un homme dont les œuvres défient à jamais le temps. Après un demi-siècle de bons et loyaux services à son pays, le général Tiemoko Margarango repose au cimetière municipal dans le caveau familial. Il laisse derrière lui une veuve, une fille et de très nombreux compagnons et frères d'armes dans un double sentiment de tristesse et de fierté. Tristesse car toute séparation est douloureuse, fierté pour le riche héritage qu'il laisse à la postérité.
Hier nuit, une veillée de prière pour le repos de l'âme de l'illustre disparu s'est déroulée au domicile du défunt. De nombreuses personnalités, au premier rang desquelles le président du Faso, Michel Kafando, se sont inclinées sur la dépouille du général Témoko Marc Garango. Reportage Aboubakar Sagnon. Devant la dépouille mortelle du général Marc Témoko Garango, les amis, les proches et les personnalités se succèdent pour lui rendre un dernier hommage. Parmi ces personnalités, le président de la transition, président du Faso. Michel Kafando est venu présenter ses condoléances à la famille et saluer la mémoire de celui qui, pour lui, fut un grand patriote et un bâtisseur de notre pays. Militaire, officier de l'intendance, il a vraiment donné l'exemple de la détermination et du courage. Ministre de l'économie et des finances pendant très longtemps, il a donné l'exemple du travail bien fait, comme je vous l'ai dit, de la rigueur, du patriotisme. Ambassadeur du Burkina Faso auprès des États-Unis d'Amérique, il a véritablement représenté son pays et comme premier médiateur du Faso, vous le savez, il a contribué au dénouement de certains litiges et de certains différends. Au total, donc, c'est une vie bien remplie dont devraient s'inspirer les nouvelles générations. À la suite du président du Faso, le premier ministre Yacouba Isaac Zida, les membres du gouvernement, les présidents d'institutions et les représentants des corps militaires et paramilitaires se sont inclinés devant la mémoire du défunt. Tous gardent le souvenir d'un homme intègre, rigoureux et amoureux du travail bien fait. Chaque fois qu'il agissait en dehors de ses fonctions officielles, il reprenait sa vieille Mercedes et circulait avec cette Mercedes. Ce qui montre bien que nous devons respecter le bien commun et ne pas croire que quand nous sommes au niveau des fonctions, nous devons abuser du bien commun. Quand un homme de cette valeur part, on ne le pleure pas parce que sa vie a été pleinement remplie. Il a laissé suffisamment et de signes et d'empreintes et de marques sur sa terre natale du Faso que on continuera à le porter dans nos cœurs comme un exemple à suivre. Il a été auteur de réformes profondes dont aujourd'hui encore on se souvient. Je peux dire que l'administration des finances publiques modernes burkinabé est son œuvre. Et donc, nous n'avons pas les mots pour consoler la famille. Nous avons bon espoir que le souvenir qu'il a laissé va perdurer, va survivre donc à son départ. La veillée a surtout été marquée par la prière dite pour le repos de l'âme de l'ancien militaire, ministre et diplomate décédé le 6 mars dernier à l'âge de 88 ans. Pour le célébrant, la mission terrestre du général 3 étoiles s'est achevée. Il ne reste plus qu'à prier pour que le Seigneur l'accueille dans son royaume afin que son étoile brille à jamais dans le ciel. L'ancien directeur général de la Sofitex, Guy Somé, a été un proche collaborateur du général Garango. Il s'exprime sur les valeurs que défendait le général 3 étoiles au micro de Aadi Sandamba. Garango est un homme exceptionnel. Il force le respect des jeunes, des vieux, des personnalités de l'extérieur, et ce n'est pas un monsieur qui... c'est un monsieur qui est humble. Il sait ce qu'il fait, il aime son travail, il respecte les autres et il veut être respecté. Et
La première des choses, quand vous rentrez à l'époque au ministère des Finances et du Commerce, parce qu'il a dirigé les deux ministères, qui faisaient plus de 900 personnes. Alors, quand vous arrivez au ministère des Finances, ce qui vous frappe en premier lieu, c'est la propriété. Tout ce que vous voyez comme jardin au niveau du ministère, c'est lui. Et sa ponctualité. Garango, il arrive au service une demi-heure avant l'heure. Il est tellement attaché à la ponctualité que une fois il a failli me sanctionner pour 2 minutes parce qu'il ne m'a pas vu dans mon bureau. Moi j'étais dans le ministère, dans le bâtiment. Donc c'est un respect religieux de la ponctualité. Ça, il donne l'exemple. Et que Dieu vraiment l'accueille à côté de lui. Parce que je n'ai pas vu quelqu'un qui a fait plus que Garango. Autre témoignage, celui de Simone Zoundi, présidente de la Fédération nationale des industries de l'agroalimentaire et des transformations du Burkina. Simone Zoundi a été, dans les années 70, une collaboratrice du père de la Garangose. Elle garde de lui l'image d'un homme de principe et de rigueur. Nathalie Savadogo. Madame Simone Zoundi, ancienne collaboratrice du général Témoko Marc Garango dans les années 1972. Elle témoigne de ce qu'elle retient de l'homme. Je retiens de cet homme qu'il avait beaucoup de considération pour ses cadres. Et personnellement, j'ai toujours été appréciée et respectée. Et c'est surtout cela qui m'a toujours marqué. Et de cet homme qui était un homme rigoureux à la tâche, respectueux des cadres, j'avoue sincèrement que la collaboration, nous étions plutôt déterminés à le prendre comme exemple dans la rigueur du travail. On se souvient que les salles du cinéma ont été à l'époque nationalisées. Madame Simone Zoundi était à la Sonavossi, la Société nationale voltaïque du cinéma. Elle donne sa lecture des faits. C'était une époque où des Européens qui avaient déjà fait leur temps et qui étaient donc en instance de vouloir partir eux-mêmes, je pense que c'était une excellente idée de pouvoir, dans la mesure où nous n'avions pas encore un secteur privé orienté dans ce domaine, que l'État apporte sa contribution pour que les efforts de développement du cinéma qui étaient déjà amorcés chez nous ne soient pas perdus. Il y a eu aussi ce néologisme, la garangose, qui a été forgé pour résumer l'action de l'homme à la tête du ministère de l'économie et du commerce. Pour l'époque, lorsqu'on parlait de garangose, c'était les mesures de restriction des abus dans tous les domaines. Et je pense que dans la mesure où je suis moi-même gestionnaire, on ne peut qu'apprécier qu'à certains moments, la discipline au niveau de la gestion soit assurée et que nous puissions rééquilibrer le bon fonctionnement de l'État. Tout ce que nous pouvons, c'est maintenant que de nos prières, le Créateur, le Dieu qui nous a façonnés, qui nous a envoyés en mission, puisse l'accueillir dans sa paix et sa joie éternelle. Ce qu'on pouvait retenir comme hommage au général Témoko Marc Garango. Audience du Premier ministre à présent, Yacouba Isaac Zida s'est entretenu ce matin avec l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite. Le renforcement de la coopération bilatérale a dominé les discussions entre les deux hommes. L'Arabie Saoudite souhaite, dans ce cadre, accompagner la transition au Burkina. Propos recueillis par Claudine Bikaba. Cette visite rentre dans le cadre des renforcements des relations entre l'Arabie Saoudite et le Burkina Faso. Il a abordé avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, les domaines que l'Arabie Saoudite appuie au Burkina Faso, surtout les domaines des infrastructures et des routières et dans le domaine sécuritaire aussi.
aborder aussi dans le domaine des coopérations dans cette période de transition et comment l'Arabie Saoudite compte faire pour appuyer cette transition. Pour fortifier le domaine du bâtiment au Burkina, l'usine des ciments de l'Afrique, CIMAF Burkina, a été inaugurée aujourd'hui par le Premier ministre. Avec la réalisation de cette cimenterie, les prix du ciment devraient connaître une évolution vers la baisse, au grand soulagement des consommateurs burkinabés. Estelle Judith Assorba. CIMAF Burkina ouvre officiellement ses portes à Ouagadougou dans la zone industrielle. C'est une filiale du groupe marocain CIMA de l'Afrique. L'usine a une capacité de production annuelle de 500 000 tonnes extensible à 1 million. 20 milliards de francs CFA ont été nécessaires pour sa construction. Ces promoteurs mettent en œuvre leurs ambitions, offrir aux Burkinabés un ciment de qualité pour la construction des ouvrages. Le ciment incontournable et nécessaire matériau de construction jouera pleinement son rôle de levier de croissance économique et donc de développement humain. Ainsi, sera donné un coup d'accélérateur aux projets structurants, d'infrastructures et d'habitat à même de répondre aux aspirations du grand pays qu'est le Burkina Faso. Nous attendons mettre au profit du Burkina Faso toute notre expertise et notre savoir-faire pour asseoir une coopération sud-sud. Les premiers sacs de CIMAF Burkina sont sur le marché depuis septembre 2014. Les autorités burkinabées fondent l'espoir sur cette nouvelle société de cimenterie qui vient diversifier l'offre. Notre souhait est que CIMAF Burkina Faso, tout en s'inscrivant dans la durée, puisse participer activement au développement du pays et ainsi proposer un ciment de qualité aux standards internationaux, tout en veillant au respect de l'environnement et de la réglementation des normes exigées en la matière. L'implantation de l'usine contribuerait au renforcement du tissu social et industriel au Burkina Faso. C'est un plus dans le dispositif économique burkinabé. Vous savez qu'au Burkina Faso, les consommateurs se sont toujours plaints du prix élevé du ciment. Avec cette nouvelle cimenterie, nous avons maintenant 4 usines qui fonctionnent et nous savons que cela va forcément influer sur le prix du ciment et c'est encourageant. Nous savons aussi qu'avec la qualité du ciment qui sera produit, nous allons pouvoir faire des infrastructures fiables. La pose de la première pierre de CIMAF Burkina est intervenue le 19 janvier 2013. Sa réalisation traduit la vitalité des relations entre le Maroc et le Burkina Faso. Nous revenons ce soir en images sur la mission gouvernementale conduite par Auguste Denise Barry qui n'a pu tenir hier sa rencontre d'information à Abidjan. Un groupe de jeunes réunis au sein du collectif des associations et mouvements des jeunes burkinabés en Côte d'Ivoire. Ce groupe a empêché la tenue de la rencontre. Reportage de nos envoyés spéciaux David Barbara et Olopoda. Des chaises jetées pêle-mêle, des tentes démolies, tentative de séquestration de l'autorité, c'est la scène de désolation qui se laisse voir au consulat du Burkina à Abidjan. Le collectif des associations et mouvements de jeunesse du Burkina en Côte d'Ivoire a pris d'assaut le consulat pour interrompre l'entretien de la délégation gouvernementale conduite par le ministre Auguste Denise Barry avec la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire. À l'origine de ce mouvement de colère, l'impossibilité pour eux, comme d'ailleurs pour tous les membres de la diaspora, de voter à la prochaine élection présidentielle. Nous sommes tristes que cela vraiment se termine de cette manière. Ça n'a pas été notre intention de boycotter de cette activité. Si nous avons pris le temps de venir, c'est parce que nous voulons participer et donner nos points de vue et nos idées pour que vraiment le vote des Burkinabés de l'étranger soit pris en compte par le gouvernement et que nous puissions participer à cela. La décision prise par les autorités de la transition de reporter à des échéances ultérieures le vote des Burkinabés de l'étranger ne rencontre pas ici l'assentiment de tous. Les manifestants du jour demandent au gouvernement de la transition de revenir sur cette décision qui, selon eux, les prive de leurs droits civiques. Une exigence qui a fait monter le mercure à tel point qu'il a fallu l'escorte de la délégation burkinabé par les forces de l'ordre de Côte d'Ivoire. Le pire a été évité, mais les stigmates restent gravés dans les mémoires.
Ce qui s'est passé, c'est une perturbation due à quelques individus, à un groupuscule, et même si cela déteint sur l'ensemble de la communauté pour le fait que la rencontre n'ait pas pu donc se poursuivre, donc on peut en tout cas le regretter fortement. Maintenant, nous continuons de sensibiliser nos compatriotes, nous continuons à les dire parce qu'il y a des gens qui sont vraiment de bonne foi, mais ceux qui ne le sont pas, nous n'avons pas autre choix que de considérer que c'est des prises de position a priori, puisque la mission n'a même pas eu le temps, n'est-ce pas, de leur dire quoi que ce soit. Et donc, de ce point de vue, nous les laissons avec, n'est-ce pas, les convictions qu'ils ont, si tant il est qu'ils pensent que les autorités de la transition sont là pour faire autre chose que de travailler dans l'intérêt du peuple burkinabé. Pour l'intérêt général de la nation, la délégation gouvernementale opte pour une autre forme de concertation, celle de dialoguer avec les chefs de communauté burkinabé et les démembrements de la CENI en vue de faire passer le message sur les raisons de ce report du vote des Burkinabés de l'étranger. Le vote des Burkinabés de l'étranger n'est pas remis en cause, premièrement. Deuxièmement, dès à présent, des dispositions pratiques devront être prises pour l'identification des compatriotes de l'étranger. Ensuite, des dispositions pratiques pour leur recensement ultérieur. Et enfin, un ensemble de dispositions pour l'administration du scrutin que ça va se passer à l'étranger. Il nous a rassuré que le vote des Burkinabés n'a pas été supprimé, mais que ça a été ajourné. Cela pourrait avoir lieu plus tard, mais que pour l'heure, des difficultés techniques, des difficultés organisationnelles ne permettent pas aux Burkinabés de l'étranger de prendre part aux élections à venir. La sensibilisation doit se poursuivre. C'est l'instruction donnée à ces leaders de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire en vue de ramener ce groupe de jeunes à la sérénité. L'image et l'intérêt du pays des hommes intègres obligent. L'impatience commence à gagner les avocats qui défendent le dossier Thomas Sankara. Ces avocats souhaitent que le gouvernement de la transition passe enfin des paroles aux actes. Un souhait exprimé ce matin au cours d'une conférence de presse qu'ils ont animée à Ouagadougou. Karim Patrick Namouano. 18 années d'attente et toujours pas de réponse. Ces avocats veulent justice dans le dossier Thomas Sankara. L'insurrection populaire a été pour eux du pain béni, mais hélas, leur soif de justice n'est toujours pas étanchée. Les déclarations des autorités de la transition ne les rassurent pas non plus. Les différentes lenteurs nous désolent, ça il faut le dire. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous pensons que les paroles devraient maintenant céder la place aux actes concrets. Les avocats ne s'avouent pas vaincus pour autant. Leur quête est loin d'avoir connu son épilogue. La prochaine étape, c'est la justice militaire. L'audience que nous avons reçue, le Premier ministre, en tout cas, a dit à son ministre de la Justice de tout faire pour que dans les délais les meilleurs, le dossier puisse être confié à la justice militaire avec la désignation d'un juge d'instruction qui aura pour charge d'instruire l'affaire Sankara. Ils ont pris bonne note des décrets autorisant l'exhumation et l'expertise du corps de Thomas Sankara. Cependant, ils estiment que cette tâche n'incombe pas à la famille du défunt. Qui doit procéder? Pour nous, le devoir incombe à l'autorité et dans le cadre de la procédure. L'espoir d'une justice pour Thomas Sankara est permis. C'est la principale source de motivation des avocats. Le projet Filets sociaux qui a été lancé en septembre dernier a besoin de compétences pour sa mise en œuvre, d'où cette formation organisée au profit de 22 opérateurs de terrain et des points focaux du projet. Ces derniers ont pour tâche de sensibiliser les communautés bénéficiaires et d'aider à sélectionner les ménages vulnérables. Reportage Bouma Ernest Nebié, Nathalie Savadogo. Par cette formation, le projet Filets sociaux Burkina Nang Sayan, littéralement traduit Fini la misère des Burkinabés, veut entamer la phase de sélection de ses bénéficiaires. Ce sont les ménages les plus pauvres dans sa zone d'intervention.
Une opération qui va se dérouler dans un premier temps dans les provinces du Yatenga et du Zondoma. Les opérateurs seront appelés à identifier, cibler les ménages pauvres et pouvoir après apporter un appui monétaire à ces ménages-là afin que ces ménages puissent mener des activités économiques allant dans le sens de l'amélioration de leurs conditions de vie afin que ces ménages sortent de cette situation vraiment de pauvreté et participer activement au développement de ce pays. Ces 22 opérateurs de terrain et points focaux après la formation iront représenter le projet dans les provinces. Ils aideront le bureau d'études recruté à cet effet dans la sélection des bénéficiaires. Le ciblage de ces ménages pauvres-là se fera par une enquête PMT pour être sûr d'être impartial, d'éviter les erreurs d'inclusion et les erreurs d'exclusion. Voilà, et à la fin, il y aura une validation communautaire qui va être faite par la population elle-même pour déterminer effectivement si la liste issue de l'enquête PMT est une liste fiable et que effectivement ceux qui sont retenus sont les ménages les plus pauvres. Ce projet de l'État a été officiellement lancé à Gourcy dans la région du Nord le 16 septembre 2014. Son objectif est d'améliorer les conditions de vie des populations vulnérables. Il est financé par la Banque mondiale à hauteur de 25 milliards de francs CFA. Environ 13 000 ménages pauvres seront recensés dans la région du Nord. Après le Nord, le cap sera mis sur l'Est et le Centre-Est, les deux autres régions concernées par le projet. Le projet a une durée de vie de 5 ans. Les ménages bénéficiaires auront une prise en charge de 10 000 francs CFA par mois pour ceux dont le nombre d'enfants n'excède pas 5 et 13 000 francs CFA pour ceux qui en ont plus. Les défis des écoles nationales d'administration en Afrique au centre d'une conférence publique qui s'est tenue vendredi dernier à Ouagadougou. Cette rencontre a été animée par des professeurs venus des universités de Bordeaux et de Paris. Ils ont ainsi partagé leurs expériences avec le public burkinabé. Les précisions de Maxime Zongo. Initié par l'École nationale de l'administration et de la magistrature ENAM, ce panel, selon les organisateurs, vise à permettre aux étudiants et au grand public de partager les expériences venues d'autres horizons. Défis des ENA africains était le thème de cette conférence publique. Une conférence animée par les professeurs Alioune Badara Fall de l'Université de Bordeaux et Jean Pascal de l'ENA de Paris. Après avoir situé le contexte et les motivations de la création des ENA sur le continent, les conférenciers se sont ensuite appesantis sur le rôle que jouent ces écoles dans la modernisation de l'administration publique. Symbole d'une élite au service du public et de l'intérêt général, les ENA, selon eux, sont au cœur de la dynamique du développement. L'administrateur civil doit par conséquent être intègre, avoir pour souci la transparence et l'équité dans sa gestion au quotidien. C'est pourquoi, selon les conférenciers, une formation de qualité qui s'appuie sur ces vertus est indispensable. Pour répondre et s'adapter aux exigences d'un monde en mutation, des réformes s'imposent. En plein FESPACO, le ministère de la Communication, chargé des relations avec le Conseil national de transition, a tenu une session extraordinaire de son KCM. La rencontre a notamment permis d'examiner et d'adopter le programme d'activité 2015. Précision, Yolande Lompo. Après les différentes mesures prises par le gouvernement burkinabé pour réguler le train de vie de l'État, le ministère de la Communication chargé des relations avec le Conseil national de la transition tient sa session extraordinaire du Conseil d'administration du secteur ministériel de l'année 2015. Cette rencontre d'aujourd'hui a pour objectif donc de faire un bilan de la gestion du budget 2014, de présenter le budget 2015, mais aussi d'examiner le programme d'activité du ministère. Ce qui nous permettra, à l'issue donc de cette rencontre, d'avoir un programme d'activité connu et à exécuter par tous. Le budget 2014 a été exécuté dans un contexte particulier.
On a essayé, en tout cas, au niveau des différentes lignes, 90 à 95% des taux d'exécution. Je pense que c'est appréciable. Les prévisions budgétaires 2015 se chiffrent à plus de 8 milliards 887 millions de francs CFA et ont été élaborées dans un contexte particulier en tenant compte des capacités réelles de mobilisation des ressources internes. Le covoiturage sera privilégié pour réduire la consommation de carburant. Comme autre mesure préconisée, les prochains mois verront l'annulation des achats de matériel et de mobilier de bureau, ainsi que la limitation du nombre de participants aux ateliers de formation qui seront organisés au sein du département. Communication toujours, Radio Omega veut élargir son auditoire et conforter celui déjà existant. La radio a présenté le 6 mars dernier ses nouveaux produits qui tournent autour d'une nouvelle grille, d'un nouvel habillage et de son application smartphone. Reportage Draman Guéné. Ici en direct, comme un peu partout lors de grands événements, le reporter de la radio Omega retransmet la cérémonie de présentation des nouveaux programmes de la radio. Des programmes qui seront suivis au-delà des zones habituelles de couverture de la radio grâce à cette application smartphone. Radio Omega qui se met au standard international dans sa façon de travailler, aussi dans son feeling, a voulu réunir les uns les autres pour leur offrir cette soirée, mais surtout c'est une occasion pour nous de présenter nos nouveaux programmes et de lancer une application smartphone. La grille consistera donc à permettre à l'ensemble de nos auditeurs d'être très informés sur tous les secteurs de la vie, que ce soit sur le plan de la vie politique, le culturel, le social, bref, l'ensemble des secteurs de la vie politique seront abordés sur notre antenne chaque matin. La radio Omega, radio d'information en direct par excellence, a connu sa notoriété surtout pendant l'insurrection d'octobre dernier. Je suis vraiment content de ce qu'ils font. C'est clair qu'ils ont quand même des gens un peu partout. Et quand le report donne des nouvelles, c'est comme s'il y avait quelqu'un de leur radio à cette place-là. Cette nouvelle grille des programmes offre la possibilité aux auditeurs de la radio Omega de varier leurs informations. Ils ont maintenant au programme Omega Matin, Chronique Sport, économique et des faits divers. Le prix Graines de Baobab 2015 du Centre Wamdé a été décerné cette année au film de fiction de la réalisatrice ivoirienne Siam Marley pour 5 boîtes de lait. Cette année, crise oblige, la lauréate n'empochera pas les 3 millions de francs qui accompagnent ce prix. Elle se contentera d'un trophée et d'un diplôme. Draman Guéné. Absente à cette cérémonie, la cinéaste ivoirienne Siam Marley peut tout de même savourer sa victoire. Son court-métrage 5 boîtes de lait décroche le prix Graines de Baobab du Centre Wamdé au Calibas, un centre d'éducation artistique et technique pour enfants de rue. En l'absence de celle qui reçoit le prix, je fais l'honneur aujourd'hui de recevoir ce prix en son nom. C'est vraiment un film qui a touché la sensibilité de tous les enfants. On rentrera en contact avec cette dame afin de lui remettre le prix qui, bien sûr, va à son honneur. Pour départager les candidats, le jury composé d'enfants a dû visionner une vingtaine de films. Cette récompense est une invite à plus d'égard envers ces enfants en situation difficile. En visionnant certains films, ça peut aussi changer un peu leur façon de voir les choses. Il faut qu'ils comprennent aussi qu'à travers l'art et la culture, le monde est vaste. La valeur du prix, c'est un trophée et puis un diplôme. Le secrétaire général de la FEPACI, la Fédération panafricaine des cinéastes, Cheikh Oumar Sissoko, par ailleurs ancien lauréat du prix Wamdé, livre également le même message de solidarité entre grands et petits. Cela fait maintenant 22 ans que le Centre Wamdé a initié ce prix, un prix qui récompense le meilleur film portant sur le thème de l'enfance. Rendez-vous est pris pour 2017 à la faveur du 25e FESPACO pour un autre prix Wamdé. La revue de presse de ce mardi est signée Abdoul Rasmane Zongo. Les journaux reviennent sur la disparition du général Temoko Margarango et sur le Happy End du FESPACO 2015. Le FESPACO 2015 et idem pour le 8 mars sont largement commentés par les quotidiens de ce mardi.
On peut lire à la une du quotidien d'État Sidoya, les talents d'or de Yenenga est marocain, comme pour rappeler également que le gagnant de la dernière édition du FESPACO est le Sénégalais Alain Gomis. Les mêmes propos sont repris autrement par le quotidien Notre Temps pour qui Hicham Ayouch du Maroc brandit les talents d'or de Yenenga. Aujourd'hui, Ofaso rapporte qu'Hicham Ayouch est sur la plus haute marche du podium parmi les auteurs des 19 films longs métrages d'une quinzaine de pays qui se sont lancés dans la conquête du premier prix. Les salles obscures ont connu au total 133 projections, soit autant de films présentés aux cinéphiles. Notre confrère l'Observateur lui s'étonne et parle d'inattendue fièvre. Fièvre, l'intitulé du film du réalisateur marocain. Étonnement car personne, aussi bien le public averti et non averti, ne pariait sur ce film du royaume chérifien. Les éditions Le Pays font une mention spéciale aux représentants burkinabés, particulièrement au réalisateur Sékou Traoré, du film L'œil du cyclone, qui rafle toute sommation faite, 8 prix, dont l'étalon de bronze. Le journal Le Soir tire son chapeau au pays hôte en affirmant double victoire pour le Burkina. Au décompte final, pas de report du FESPACO. Alors, le Burkina Faso mérite une fière chandelle pour son pari organisationnel et sécuritaire réussi. Faisons un détour à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou-Mako, où le quotidien Notre Temps nous apprend qu'il était temps pour un prisonnier d'arrêter sa grève contre la faim. Patrick Gagnon, puisque c'est son nom, a observé du 27 février au 6 mars dernier une grève de la faim pour protester, dit-il, contre l'injustice dont il est victime. Parlons femmes à présent. L'Observateur évoque une journée réussie du 8 mars 2015 lors de la cérémonie officielle sur l'avenue de l'Indépendance et qui a connu la participation des femmes de divers domaines professionnels. Le quotidien Sidoya se demande si le 8 mars est une fête ou un combat. Pour le quotidien, la fête est une défaite alors que le combat est libérateur. Selon notre confrère, je cite, « L'aspect festif a toujours pris le dessus sur la réflexion et le combat qui pourtant devrait donner à cette journée tout son sens. » Sidoya revient historiquement sur les pionnières de cette journée, notamment les ouvrières américaines du textile qui ont payé de leur vie en 1857. Le quotidien se questionne alors, combien de femmes connaissent-elles l'histoire du 8 mars? Voilà pourquoi, poursuit le journal, chaque année la ruée vers le pagne du 8 mars préoccupe plus les femmes que toute autre chose. Sidoya achève sa réflexion en demandant que le 8 mars soit axé sur la réflexion et non sur un folklore dominé par des bagarres autour de morceaux de pagne. Dans le même ordre d'idées, le quotidien Notre Temps fustige les comportements des femmes et même de certains hommes en ces termes. Dans les quartiers de Ouagadougou, remarque le journal, dans les maquis et bars, la fête a pris toute sa place avec des djandjouba et autres festivités. Comme l'année dernière, cite toujours le journal, on a mangé, bu et trémoussé en l'honneur des femmes. Et le lendemain, toutes les préoccupations étaient revenues. Le journal conclut alors sur une note ou une affirmation nostalgique de Thomas Sankara. Je cite, « L'émancipation de la femme, tout comme la liberté, ne s'octroie pas. Elle se conquiert. Et il incombe aux femmes de faire avancer leurs revendications et de se mobiliser pour les faire aboutir. » Voilà, fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Bonne suite de programme sur la RTB.